Bonjour à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous préféré avec l'histoire, l'historien du dimanche. Installez-vous confortablement, prenez un café, une tisane, ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un géant. D'un homme dont le nom seul évoque la puissance, la stratégie, l'ambition démesurée. Un homme qui, 2000 ans après, continue de fasciner, d'inspirer, de diviser. Vous l'avez deviné, nous allons plonger dans l'incroyable destinée de Jules César. Imaginez un instant le bruit, l'agitation de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Une république puissante, certes, mais déjà minée par les rivalités, les guerres civiles larvées, les fortunes colossales d'un côté et la misère de l'autre. C'est dans ce creuset bouillonnant qu'est né Caius Julius César, en l'an 100 avant notre ère. Un nom qui résonne encore comme un coup de tonnerre. César n'était pas un enfant de cœur, vous vous en doutez. Issu d'une famille patricienne, les astérisques Jean Julia, qui se targuaient de descendre de Vénus et d'Énée, excusez du peu, il aurait pu se contenter d'une vie dorée. Mais ce n'était pas son genre. Très tôt, on sent chez lui une ambition féroce, un appétit insatiable pour le pouvoir. Sa jeunesse fut d'ailleurs loin d'être un long fleuve tranquille. À l'époque, Rome est déchirée par une guerre civile entre Marius, son oncle par alliance, et Sylla. César, du côté de Marius, se retrouve sur la liste des proscrits de Sylla. Ça ne rigole pas à l'époque. Être proscrit, c'est voir sa tête mise à prix et ses biens confisqués. César doit fuir. Il se cache, manquant de peu d'être capturé, et parvient finalement à obtenir le pardon de Sylla, qui, dit-on, aurait prophétisé en le voyant, en ce jeune homme, il y a beaucoup de Marius. Autrement dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Et Sylla avait bien raison. César, il était malin. Il comprenait que pour réussir à Rome, il fallait plus que la naissance. Il fallait l'argent, bien sûr, mais aussi le charisme, l'éloquence, et surtout, le soutien du peuple. C'est ce qu'il va s'atteler à construire. Une anecdote amusante, ou terrifiante, c'est selon, de sa jeunesse. Alors qu'il voyage en mer Égée, il est capturé par des pirates. Figurez-vous que César n'a pas paniqué. Au contraire, il les a pris de haut. Il leur a dit qu'il valait bien plus que la rançon qu'ils demandaient, et que si, plus tard, il les retrouvait, il les crucifierait. Les pirates, amusés par ce jeune Romain arrogant, l'ont laissé faire. Il se joignait à leur jeu, leur récitait des poèmes qu'il avait écrits. Mais une fois libéré, il a levé une flotte, les a pourchassés, capturés et, fidèle à sa promesse, les a fait crucifier. Un homme de parole, César, même avec ses ennemis. On devine déjà l'étoffe du personnage. À son retour à Rome, il gravit les échelons politiques un par un, comme tout jeune ambitieux. Il était édile, puis prêteur. À chaque poste, il dépense sans compter. Il organise des jeux grandioses pour le peuple, des banquets somptueux. Il met tout son argent, et surtout celui qu'il emprunte, pour se faire aimer. C'est une stratégie brillante, mais risquée. Il accumule les dettes à un niveau colossal. On raconte qu'il aurait dit qu'il devait être soit le premier homme de Rome, soit rien du tout. Pour atteindre le sommet, César comprend qu'il a besoin d'alliés puissants. Il va former une alliance secrète, ce qu'on appellera plus tard le premier triumvirat. Un triumvirat, c'est une sorte d'accord entre trois hommes forts pour se partager le pouvoir et se soutenir mutuellement. Ses partenaires ? Crassus, l'homme le plus riche de Rome, qui pouvait financer ses ambitions, et Pompée, le grand général, l'idole de l'armée et du peuple. Ensemble, ils étaient quasiment invincibles. Grâce à cette alliance, César est élu consul en 59 avant Jésus-Christ. Le consulat, c'est le poste le plus élevé de la République. Mais ce n'était qu'une étape pour lui. Il lui fallait un commandement militaire pour se couvrir de gloire, amasser une fortune et surtout, se constituer une armée loyale. Il jette son dévolu sur la Gaule. Ah, la Gaule, un territoire immense, au-delà des Alpes, peuplé de tribus celtes souvent en guerre les unes contre les autres. Rome avait déjà des provinces dans le sud de la Gaule, mais le reste était un immense inconnu. Pour César, c'est l'opportunité de sa vie. Pendant près de 10 ans, de 58 à 50 avant Jésus-Christ, il va mener une campagne militaire absolument extraordinaire, qui va changer le visage de l'Europe et graver son nom dans l'histoire. Les astérisques guerres des Gaules, c'est un Everest de stratégie, de logistique et de courage. César n'a pas seulement conquis un territoire, il a soumis un peuple entier, résistant, fier. Il était partout, en première ligne avec ses soldats, traversant des fleuves en plein hiver, construisant des ponts en un temps record, menant des batailles désespérées. Ses légions l'adoraient, elles voyaient en lui un chef qui partageait leurs dangers, qui les menait à la victoire, et qui savait récompenser leur bravoure. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il écrit ses célèbres astérisques commentaires sur la guerre des Gaules astérisques. Un chef-d'œuvre de la littérature latine, un récit limpide, précis, à la troisième personne, où il se met en scène. C'est de la propagande géniale, bien sûr. Il y justifie ses actions, il y vante ses victoires, il y présente les Gaulois comme un peuple à la fois barbare et courageux,
ce qui rend ses propres exploits encore plus grands. C'est l'histoire écrite par le vainqueur, et quelle histoire! Le moment le plus intense de cette conquête fut sans doute la révolte générale menée par un jeune chef gaulois charismatique, Vercingétorix. Un homme d'une stature impressionnante, qui réussit l'exploit d'unir presque toutes les tribus gauloises contre l'envahisseur romain. C'était la première fois que César rencontrait une opposition aussi organisée, aussi déterminée. La confrontation finale aura lieu au siège d'Alésia, en 52 avant Jésus-Christ. C'est une bataille incroyable. César assiège l'Oppidum, la place forte, de Vercingétorix, mais il se retrouve lui-même encerclé par une immense armée de secours gauloise. Imaginez la scène, les Romains, pris entre l'armée assiégée à l'intérieur d'Alésia et une armée encore plus grande qui arrivait de l'extérieur. César a fait construire 2 lignes de fortification, une pour assiéger Alésia, et une autre, tournée vers l'extérieur, pour se défendre contre l'armée de secours. C'est un coup de génie stratégique. La bataille fut féroce, sanglante, mais finalement, César l'emporta. Vercingétorix, pour sauver son peuple, se livra aux Romains. C'était la fin de l'indépendance gauloise. Après ces 10 années en Gaule, César était au sommet de sa gloire. Il était riche, il avait une armée dévouée, et son prestige était immense. Mais à Rome, les choses avaient changé. Crassus était mort, et l'alliance du triumvirat s'était brisée. Pompée, jaloux de la gloire de César, s'était rapproché du Sénat, qui voyait d'un très mauvais œil la puissance grandissante de ce général qu'il ne contrôlait plus. Le Sénat, dominé par les optimates, les conservateurs, la vieille aristocratie, ordonne à César de licencier son armée et de revenir à Rome en simple citoyen. C'était un piège. S'il obéissait, il était certain d'être jugé, ruiné et probablement exilé. César se trouvait devant un choix cornélien. S'il franchissait le Rubicon, une petite rivière qui marquait la frontière entre sa province et l'Italie, avec son armée, il déclenchait la guerre civile. Nous sommes en janvier 49 avant Jésus-Christ. César arrive devant le Rubicon. Il hésite un instant, mesure l'énormité de sa décision. Puis, il aurait prononcé ces mots, qui sont restés célèbres, « Alea iactae ». Le dé est jeté. Il franchit le fleuve avec sa 13e légion. Il n'y a plus de retour possible. C'est le début d'une nouvelle guerre civile, qui va déchirer Rome. Pompée et le Sénat, pris de court, ne peuvent pas s'opposer à la marche fulgurante de César sur Rome. Il fuit en Grèce, où il lève une armée colossale. La confrontation est inévitable. Elle aura lieu à Pharsale, en 48 avant Jésus-Christ. Les forces de Pompée sont largement supérieures en nombre, mais César, avec sa légendaire tactique, remporte une victoire éclatante. Pompée parvient à s'échapper et s'enfuit en Égypte, où il espère trouver refuge. Mais le destin de Pompée était scellé. À peine débarqué, il est assassiné sur ordre du jeune pharaon Ptolémée XIII, qui espérait ainsi s'attirer les bonnes grâces de César. Quand César arrive en Égypte, on lui présente la tête de son ancien allié, devenu son ennemi. Il aurait pleuré en voyant la tête de Pompée. En Égypte, César va rencontrer une femme qui va marquer l'histoire et son destin, Cléopâtre VII. Une femme d'une intelligence et d'un charisme rare, qui parvient à le séduire et à le convaincre de soutenir sa cause dans la guerre civile égyptienne. Il va passer plusieurs mois auprès d'elle, et de cette union naîtra un fils, Césarion. Cette liaison, pour le fier romain qu'il était, a fait couler beaucoup d'encre, et a été une source de scandale pour certains à Rome. Il faudra encore quelques années à César pour éteindre les dernières poches de résistance des Pompéiens, en Afrique du Nord et en Espagne. À Thapsus, puis à Munda, il écrase définitivement ses adversaires. En 45 avant Jésus-Christ, la guerre civile est terminée. César est le maître incontesté du monde romain. De retour à Rome, César est accueilli en triomphateur. Il cumule les titres, consul, dictateur à vie, impérator. Il a tous les pouvoirs. Et il s'attelle à réformer l'État romain, qui en avait bien besoin après des décennies de guerre civile. Ces réformes sont nombreuses et profondes. Il accorde la citoyenneté romaine à de nombreux provinciaux, surtout en Gaule et en Espagne, ce qui élargit la base civique de Rome. Il distribue des terres à ses vétérans et aux citoyens pauvres, ce qui stabilise la société. Il lance de grands travaux publics pour embellir Rome et créer des emplois. Il assainit les finances, réorganise les provinces. Et surtout, il réforme le calendrier. Le calendrier julien, c'est lui. Un calendrier solaire beaucoup plus précis que l'ancien calendrier lunaire romain, et qui, avec quelques ajustements au XVIe siècle, le calendrier grégorien, est encore le nôtre aujourd'hui. On lui doit le mois de juillet, le astérisque Julius astérisque en son honneur. César était un homme d'État brillant, un administrateur hors pair. Mais son pouvoir absolu et son mépris grandissant pour les institutions républicaines inquiètent de plus en plus le Sénat. Il accumule les honneurs, porte la robe de pourpre réservée au roi, se fait diviniser de son vivant. Il ne cache plus son ambition de gouverner seul. Pour de nombreux sénateurs, c'était intolérable. Rome avait chassé ses rois il y a 5 siècles, et voici qu'un homme tentait de restaurer la monarchie.
Une conspiration se noue alors. Ses meneurs sont Caius Cassius Longinus et Marcus Junius Brutus. Brutus, que César considérait presque comme son fils, qu'il avait toujours protégé. Ils se veulent les défenseurs de la République, les tyrannicides. La date fatidique arrive, les Ides de mars, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. César se rend au Sénat, qui se tenait ce jour-là dans la curie de Pompée. Il a été prévenu de complot, on lui a même tendu un message sur le chemin qui aurait pu le sauver, mais il ne l'a pas lu. C'est son destin. À peine arrivé, il est encerclé par les conjurés. Le premier coup est donné. Puis les autres suivent. César se débat, mais il est submergé. Il voit Brutus, son protégé, parmi les assassins. La légende veut qu'il ait alors prononcé les mots, en grec, Kaisu, teknon. Toi aussi, mon enfant? Ou, dans la version latine popularisée par Shakespeare, es-tu, brute? Ce sont ses dernières paroles. Il s'effondre, percé de 23 coups de poignard, au pied de la statue de son ancien rival, Pompée. Un coup de théâtre sanglant, la fin d'une vie extraordinaire, l'une des plus célèbres de l'histoire. La mort de César, loin de restaurer la République, va plonger Rome dans une nouvelle vague de guerre civile encore plus sanglante que les précédentes. Mais ça, c'est une autre histoire, celle d'Octave, son petit-neveu et fils adoptif, qui deviendra Auguste, le premier empereur de Rome. Alors, quel bilan tirer de cet homme hors norme? Jules César fut un stratège militaire inégalé, un orateur puissant, un écrivain de génie. Il fut aussi un politicien machiavélique, un homme impitoyable quand il le fallait, et doté d'une ambition qui ne connaissait aucune limite. Il a repoussé les frontières de l'Empire romain, il a profondément réformé ses institutions, mais il a aussi, involontairement, précipité la fin de la République. Il a ouvert la voie à l'Empire, à une nouvelle ère pour Rome. Son nom est devenu un titre, un symbole de pouvoir, Kaiser en allemand, Tsar en russe, des mots qui dérivent directement de César. Son héritage est partout, dans notre calendrier, dans nos cartes géographiques, dans les stratégies militaires étudiées encore aujourd'hui. César est une figure qui nous rappelle que l'histoire est faite de personnalités complexes, faite de lumière et d'ombre. Il n'était ni un saint, ni un simple tyran. Il était un homme de son temps, d'une intelligence fulgurante, qui a saisi les opportunités, qui a su voir plus loin que les autres, et qui a osé défier les traditions pour façonner un nouveau monde. Voilà, chers auditeurs, le portrait brossé à grands traits de Jules César. Une figure qui ne laisse personne indifférent, et dont l'histoire, 2 millénaires plus tard, continue de nous fasciner et de nous interroger sur le pouvoir, l'ambition et le destin. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Je vous retrouve avec grand plaisir le dimanche prochain pour une nouvelle page de l'histoire. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. À très vite.